Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du clustering des modalités de variables qualitatives via leur représentation factorielle issue d'une ACM, une analyse des correspondances multiples. Donc, l'objectif, hein, pour être tout à fait simple, c'est d'arriver à ce type de résultat-là, hein, où on a là les modalités des variables, voilà, dans un espace de représentation, et on essaie de trouver dans cet espace de représentation-là les groupes de modalités, hein, les modalités qui vont ensemble, hein. Bien. Alors, avant d'en arriver à ce résultat-là, bien sûr, il faut qu'on remonte un peu le fil de l'histoire pour que tout soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, je suis en train de faire un cours de clustering, je l'ai fini d'ailleurs lundi dernier, très bien. Et dans mon cours de clustering, j'ai fait les classiques, hein, CH, K-means sur les individus, très bien. Mais je leur ai dit, attention, on peut aussi faire des regroupements de variables, si elles sont toutes quantitatives, ou bien des regroupements des modalités de variables quand elles sont qualitatives. Voilà. Et à ce sujet-là, j'avais fait un TD justement pour préparer le TD. J'avais fait une petite vidéo où je montre que on peut calculer les distances entre modalités. Et une fois qu'on a une matrice de distance entre modalités, on peut faire une CAH, une classification ascendante hiérarchique. Voilà. Donc j'avais fait ça. Ça, c'est un premier aspect. Alors, il y a un deuxième aspect également, c'est qu'à un moment donné, j'avais fait des vidéos sur les ACM. Voilà, dans les correspondances multiples, en disant que c'est intéressant d'essayer de faire la combinaison entre les méthodes factorielles d'une part et les méthodes de clustering d'autre part. Voilà. Parce que souvent, c'est un des travers des étudiants, c'est qu'ils cloisonnent leurs connaissances. Ça, j'ai remarqué, ça fait quand même pas mal d'années que j'enseigne, et c'est bien quelque chose que j'ai remarqué chez les étudiants, c'est qu'ils mettent des cloisons sur les matières. Enfin, il y a telle matière, on apprend ça, il y a une deuxième matière, on apprend ça, ainsi de suite. Et en fait, là où ça devient réellement intéressant, c'est quand on combine ces connaissances-là. C'est là que c'est intéressant. Il y a une matière sur les méthodes factorielles, il y a une matière sur les méthodes de clustering, et combiner ces doubles connaissances-là vous permet d'être plus efficace. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Donc j'ai essayé de faire des vidéos ici, voilà, et même pour aller plus loin, j'ai fait aussi une séance où je leur montrais que pour le clustering des individus, on pouvait combiner l'ACM, la liste des correspondances multiples, et ensuite les méthodes de clustering. Voilà. Parce que les k-means bruts, on peut pas les appliquer directement quand les variables sont toutes catégorielles, hein. Quand les individus sont décrits par des variables catégorielles, on peut pas appliquer les k-means. Donc, une des solutions possibles, c'est passer par le tandem analysis, passer par une représentation factorielle, et ensuite, quand les individus sont plongés dans un espace factoriel, ils sont décrits par des vecteurs numériques, et donc on peut appliquer les k-means. J'avais fait ça pour les individus. Alors, dans cette vidéo, je vais plus loin, parce que je parle aussi de la notion de pipeline. Je vais revenir dans la prochaine vidéo, hein. Je vais parler de Picaré dans la prochaine vidéo, et je vais revenir sur la notion de pipeline, parce que Picaré est pas mal là-dessus, c'est un package Python, hein. Très bien. Bon, alors, oui, on peut le faire pour les individus, mais on peut aussi faire sur les modalités, hein. C'est ça qui manque en réalité. Alors, j'avais essayé quand même d'introduire l'idée, mais bon, j'ai corrigé là les travaux qui m'ont été rendus. Et bon, jusqu'à présent, en tous les cas, j'ai pas vu cette idée-là. C'est dommage, hein, c'est dommage, parce qu'en réalité, c'est possible, hein. J'ai une représentation factorielle des modalités. À ce moment-là, ils sont décrits par des vecteurs numériques, et donc je peux appliquer les méthodes qui s'appliquent sur des vecteurs numériques. Justement, bah, des k-means, par exemple, avec une certaine subtilité. Voilà. Donc, il n'y a pas de cloison entre les différents aspects, hein. On peut faire un clustering de variables, c'est ce que je montre dans cette vidéo aussi, mais on peut aussi passer par une représentation factorielle pour essayer de faire des clusterings des modalités des variables qualitatives. C'est aussi une possibilité. Et ça renforce l'interprétation des résultats que vous pouvez avoir. Bon. Donc c'est ce que j'ai montré ici de manière très simple. En fait, la vidéo va être courte pour une fois, voilà, mais bien montrer qu'en réalité, on a différentes méthodes dans différentes matières, si vous voulez, dans différents domaines, et on peut les combiner, et ça nous rend plus efficaces, plus performants. Alors, pour voir ça, je vais utiliser cette base-là, qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, hein. Voilà, c'est la base des loisirs. Bon, c'est le fichier des loisirs. On a une série de personnes, il y a 7 836 personnes, voilà, et ils décrivent les loisirs qu'ils pratiquent. Donc la lecture, écoute, les mélomanes, ceux qui vont au cinéma, oui, non, puis leur comportement par rapport à la télévision. Voilà.
L'idée, c'est de trouver donc des formes de régularité là-dedans, hein, des formes de structure là-dedans. Alors, on le fait généralement sur les individus, mais on peut aussi le faire hein, sur les variables pour voir est-ce que celui qui fait de la lecture est aussi celui qui lit la musique. Et est-ce que c'est aussi le genre de personnes qui vont au cinéma ou bien qui ne vont pas au cinéma, ainsi de suite. Donc, la structuration, on peut le faire sur les lignes, c'est ce qui se fait habituellement. On peut aussi le faire sur les modalités hein, des colonnes, tout à fait. Hein. Et c'est ce qu'on va voir ici, en passant par une ACM. C'est ça l'idée. Et non pas le faire directement. Hein. On pourrait le faire directement. Hein. J'avais montré dans cette vidéo aussi justement que on peut dériver une matrice de distance entre modalités et à partir de là, on peut lancer aussi un clustering, hein, la CH en l'occurrence. Mais il y a un autre chemin possible également. Et c'est cet autre chemin-là qu'on va explorer aujourd'hui. Allons-y. Alors je ferme le fichier du coup parce que j'en ai plus besoin et comme Excel a la fâcheuse manie de verrouiller les fichiers, ça va faire planter mon notebook et je vais revenir sur mon notebook là, que j'avais préparé, je vais remonter en amont. Alors, j'efface les sorties, hein, parce qu'on va le lancer pas à pas. Donc, première étape toujours, voilà, je charge des données avec Panda. Il n'y a qu'une seule feuille de toute manière et j'affiche les informations. Voilà. Une fois que c'est fait ça, il me dit il y a 7836 observations et 18 variables. Voilà, la liste des variables sont là. C'est toutes des variables qualitatives. En tout cas, il n'y en a aucune numérique là. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, la plupart sont binaires, hein, sauf TV. Hein, très bien. Alors, je vais récupérer quand même dans des variables, dans N et P, voilà, N c'est le nombre d'observations et P c'est le nombre de variables. Voilà, très bien. Une fois que c'est fait ça, voilà, 7836 observations, 18 colonnes si vous voulez, je vais lancer l'ACM. Alors j'ai déjà montré, hein, là, dans cette vidéo aussi, comment on fait une ACM avec le package F-Analysis, voilà, j'en parle ici. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, s'il n'est pas installé, il faut l'installer à la volée. Bon, moi, il est déjà installé, donc j'ai mis en commentaire le code. Hein. Et je vais lancer donc l'ACM. Donc, l'ACM est là, très bien. Donc, là, c'est les noms d'individus, mais il n'y en a pas ici, ils sont anonymes. Voilà, là, c'est les noms des variables. Ensuite, je vais passer le matrice de données, voilà, dans l'ACM, et j'affiche les valeurs propres. Très bien. Alors là, on a les pourcentages de variance cumulées, et on voit que sur les deux premiers facteurs, il y a 23,6%. Alors, c'est pas faute d'avoir répété, hein, parce que pareil, lundi dernier, il y a un étudiant qui me tombe dessus, voilà, qui me dit, oh là là, monsieur, mais on a très peu de variance sur les deux premiers facteurs, ça vaut rien, en fait, ce qu'on va faire par la suite. J'ai dit, ouais, attends, j'ai expliqué ça, c'est pas que je fais semblant, hein. Quand je fais des vidéos, c'est pas pour rien, en fait, hein, c'est pour aider les étudiants, hein. Voilà, je lui ai expliqué dans cette vidéo aussi, voilà, hein. Voilà, dans cette vidéo. Bon, déjà, il l'a vu. C'est déjà pas mal. C'est très bien qu'il l'ait vu. Voilà. Mais ensuite, il faut aller voir plus loin. Et justement, dans cette vidéo aussi, je montre qu'en réalité, les pourcentages de variance qui sont exprimés sur les premiers facteurs de la CM sont faussés parce qu'il y a de la redondance dans les données. On a créé de la redondance pour faire les calculs. Et donc, il y a deux corrections qui s'appliquent. La correction de Ben-Zikri pour les valeurs propres et la correction de Greenacre pour les pourcentages de variance restitués. Voilà. Donc, c'est pas 26%, c'est largement plus de 26% qu'il y a sur les premiers facteurs, là, en fait. Hein. Donc, cette valeur-là, en fait, elle est faussée. Hein. Enfin, c'est pas 24%, hein. C'est largement plus. Il faudrait appliquer les corrections. Je le fais pas ici, parce que c'est pas le propos. Mais vous, là, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Bien. Donc, je continue. Alors, une fois que j'ai fait la CM, donc j'ai des informations sur les points modalités. C'est ce qui se passe ici. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées factorielles des points modalités. Voilà. Donc, c'est ce que je récupère, les coordonnées factorielles. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai les coordonnées factorielles des points modalités. Donc, je peux, hein, on a bien ça ici, vous avez vu, hein, dans le call to panda, là. Voilà, j'ai différentes informations, les coordonnées, j'ai les cosinus carrés, j'ai les contributions, voilà, et je récupère les deux premières colonnes qui sont ces deux-là, qui sont les coordonnées factorielles des points modalités. Donc c'est ce que je fais ici. Hein. Je récupère les coordonnées factorielles, voilà, et donc j'ai bien ici les coordonnées factorielles. Si j'ai les coordonnées factorielles des points modalités, je peux faire le graphique. C'est ce que je fais ici. Alors moi, il y a un outil pour faire des graphiques dans F-Analysis, mais attention, il ajuste automatiquement les abscisses et ordonnées. Et du coup, il affiche en dessous les pourcentages d'inertie qui sont restitués. Et moi, je dis, il faut là, l'esprit très puissant pour voir le graphique et en même temps tenir compte des chiffres en bas. Donc moi, je préfère plutôt mettre les mêmes valeurs en abscisse et en ordonnée. Voilà. Et comme ça, donc la dispersion que je vois est la dispersion réelle. Hein. C'est ça l'idée ici. En obligeant d'avoir les mêmes plages de valeurs en ordonnée et en abscisse dans votre graphique. Donc c'est ce que je fais ici. Donc je récupère ici et j'affiche les index. Voilà. Les index ici, c'est les index et les noms des modalités.
qui sont là, hein. Là, on a les couples variable modalité. Variable modalité. Bien, très bien. Ah, ensuite, je centre bien sur les points. Je centre les chaînes de caractères sur les points. Ça, j'en avais parlé à plusieurs reprises, hein, donc maintenant, je le fais tout le temps. Maintenant qu'on me l'a dit, je le fais tout le temps. Bien, alors hop, zoom, et on a bien, voilà. Et l'idée, donc, c'est d'essayer de trouver, hein, des blocs là-dedans, hein, pour avoir des caractéristiques concomitantes. Par exemple, là, à vue d'œil, hein, on voit que ceux qui ne vont pas au cinéma ne sont pas aussi ceux qui ne vont pas aussi écouter de la musique. Et ces personnes non plus qui n'utilisent pas l'ordinateur pour leur loisir. Voilà. Qui font pas de sport, qui vont pas au spectacle, qui font pas de lecture, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. C'est intéressant, ça, hein. Ça vous donne également une forme de structuration de l'information dans le fichier. On peut faire des clusterings d'individus, on peut le faire sur des variables, hein. Ça, j'ai pas arrêté. S'il y a un des apports que j'ai fait dans ce cours-là, c'est que j'ai montré qu'il y a aussi, on a un espace dual sur lequel on peut réellement travailler, hein. Il n'y a pas que l'espace des individus, on peut aussi travailler sur l'espace des variables. Et c'est très important. C'est un aspect très important. Donc l'idée, c'est de trouver des groupes là-dedans. Alors nous, à vue d'œil, on peut voir, hein, mais quand même, c'est quand même mieux si on le fait avec le calcul. On est d'accord, hein. Là, on voit à peu près les personnes qui ne font rien de leur loisir, en fait, qui restent vautrés, tout simplement. Voilà. Et là, on a les personnes plutôt dynamiques qui font du volontariat, qui font qui vont au spectacle, je crois, exhibition testée, voilà, qui font de la musique, ainsi de suite. Très bien. Alors, par le calcul, hein, et non pas en le dessinant ici. Allons-y alors. Déjà, ce qui est important, c'est que un point modalité n'est pas un point atomique. Il représente un ensemble d'observations. Voilà. Donc, les points modalités, en fait, sont pondérés. C'est ça l'aspect qui est très important ici, hein. Les personnes qui vont au cinéma, il n'y en a pas un seul. C'est un ensemble de personnes qui vont au cinéma, hein, qui, dans leur loisir, vont au cinéma. Pareil, ceux qui vont au spectacle, voilà. Pareil, c'est pas une seule personne, c'est un ensemble de personnes. Donc, les points qui sont là sont des points pondérés en réalité. Et donc, il faut qu'on utilise ça dans les calculs. On peut pas passer à côté de ça. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je récupère les poids des modalités, voilà, et on a un ensemble de valeurs. Alors, c'est un peu sibyllin. On est d'accord que c'est un simple sibyllin. On va vérifier. Donc, je prends la première variable reading, j'affiche ces valeurs et je vais les comptabiliser, hein. Il me dit que dans reading, il y a deux valeurs possibles, no yes. Pour no, il y a 2591 observations, et pour yes, il y a 5245 observations. Et la somme des deux fait le fameux 7836, qui est le nombre de lignes dans le fichier initial. On voit bien que 2591, c'est là, voilà, et le 5245, c'est là. Voilà. Et la somme des deux là, ça fait les 7836, le petit n. Voilà. Si je prends la dernière variable, la télévision, voilà, on voit bien que on a ces valeurs-là. Du coup, je vais essayer de ramener ça sous forme de profil. Tout simplement, en pourcentage, si vous voulez, en pourcentage. Alors, pour avoir le poids relatif des modalités, du coup, il faut que je prenne les fréquences absolues, qui sont là, hein, les fréquences absolues des modalités, que je le divise par n, mais il faut aussi le diviser par p. Alors, pourquoi? Parce que ces deux valeurs-là, par exemple, pour la première variable, ça fait, si je fais la somme des deux valeurs qui sont là, ça fait n. Donc, si je divise ça par n, la somme des deux, ça fait 1. Si je prends les deux suivants et que je divise par n, ça fait 1 également, là, ici, la somme des deux valeurs qui sont là. Et donc là également, c'est 1, 1, 1, ainsi de suite. Et le 1, là, va se répéter p fois, parce qu'il y a p variables. Donc, il faut diviser par n et il faut diviser par p pour être sûr que la somme totale des profils fasse bien 1, et non pas les sommes intermédiaires. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il faut rajouter le p. Alors ça, j'ai expliqué ce mécanisme-là dans le livre sur l'analyse factorielle que j'ai mis en ligne, hein, page 297 et page 290. Voilà, regardez ici. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est que on va diviser ces valeurs-là par NP de manière à ce que quand je fais la somme globale donc du vecteur normalisé, ça fasse bien N. Ça fasse bien 1. Ça fasse bien 1. On est d'accord là-dessus. Très bien. Alors si vous faites la somme des valeurs, là vous faites 1. Bon, je vous laisse faire ça, mais vous pouvez me croire sur parole, hein. Une fois que c'est fait ça, alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer le clustering. Voilà, en utilisant les coordonnées factorielles des points modalités et en prenant en compte leur pondération. Parce que, bien sûr, chaque point modalité représente un ensemble d'individus. C'est ça l'élément important. Il ne faut pas passer à côté de ça. Sinon, ça fausse les calculs. Ça fausse les calculs dans un camine, ça va fausser les calculs, hein. Très bien. Alors, donc, là,
J'importe l'outil Camins de scikit-learn, hein, voilà. Je demande trois facteurs, trois groupes, voilà. Pourquoi pas, hein, on verra tout à l'heure si c'est justifié ou pas, voilà. Et ensuite, je vais lancer le fit avec les coordonnées factorielles, très bien, et en utilisant la pondération. Alors, ici, il y a le crochet zéro. Pourquoi? Parce que là, en fait, on a un vecteur de vecteur. Voilà. Donc, on prend bien cet élément-là, hein, qui a la position zéro dans le vecteur qui l'englobe. C'est pour ça, hein. Très bien. Donc, voilà, c'était ça fallait pas oublier. Donc, il y avait deux choses à faire. Il y avait deux choses importantes. Un, l'idée de travailler sur les coordonnées factorielles des points modalités pour faire des regroupements, c'est tout à fait valable. Voilà. Mais ce faisant, attention, ces points modalités-là ne sont pas des points atomiques. Ils représentent un ensemble d'observations. Et donc, cette pondération-là, il faut en tenir compte ici. OK? C'était ça qui était important. C'était ça qui était important. Une fois que c'est fait ça, je vais récupérer les barycentres conditionnels, hein. C'est ce que je fais ici. Voilà. Vous avez les barycentres conditionnels, là. Voilà. Le premier groupe, il est là, son barycentre conditionnel. On va faire les graphiques tout à l'heure, hein, donc on pourra le positionner. Là, le barycentre du deuxième groupe et le barycentre du troisième groupe. Dans l'espace factoriel, hein, on est d'accord là-dessus. De la même manière, j'affiche les labels et je vois le groupe d'appartenance de chaque point modalité, hein, voilà. Alors, il y a trois groupes, parce que j'ai demandé trois groupes. Voilà. Et là, on a un indice qui vous dit dans quel groupe il se situe, hein. Alors justement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les coordonnées factorielles des individus avec le groupe d'appartenance. C'est ce que je fais ici. Donc je récupère les coordonnées factorielles, voilà. Ensuite, je rajoute comme colonne supplémentaire les groupes d'appartenance issus des labels, là, voilà, issus des Camins, et j'affiche le nouveau data frame. Très bien. Une fois que j'ai ça, très bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais afficher les points modalités qui sont rattachés à tel ou tel groupe. C'est ça ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Bah, je fais avec un panda, c'est un panda, hein, là c'est un data frame panda, là. Je fais un groupe by second le groupe. Voilà. Et ensuite, pour chaque groupe, j'affiche donc les individus modalités correspondants. C'est ce qui se passe ici, hein. Donc je fais un groupe by selon les groupes. Ensuite, pour chaque groupe, ici, un cas, j'affiche les index correspondant aux indices, hein, qui sont associés. Zoom, très bien. Et je vois que dans le groupe zéro, en issu des Camins, il y a les personnes qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas, voilà, enfin bref, rien, voilà. Ensuite, il y a le groupe 1, c'est les personnes très actives, voilà, les personnes très actives, voilà. Et là également, dans le groupe 2, c'est des personnes actives, mais sur certains types d'activités. Voilà, on voit, hein, le jardinage, la cuisine, la pêche, ça donne une idée. Voilà, mais c'est bien aussi, la marche, moi j'en fais tout à fait, hein, je trouve ça très bien d'ailleurs, hein. Voilà, puisque courir c'est un peu difficile maintenant, mais la marche j'en fais très souvent. Donc voilà, donc c'est des personnes qui font actives, mais pour certains types d'activités. Bon, le tricot, non, pas vraiment. Allons-y. Alors du coup, une fois qu'on a les groupes là, voilà, on va essayer de le mettre dans l'espace factoriel pour qu'on voit, hein, justement ici, le graphique que j'ai montré au début. Alors, de nouveau, je dessine, voilà, très bien. Donc je prépare les outils, hein, avec euh, la plage de valeurs sur l'abscisse ordonnée. Ensuite, je définis les couleurs pour chaque groupe et en utilisant le groupe by que j'avais fait ici, le groupe by qui est là, voilà, je vais récupérer d'abord, d'une part, les moyennes, donc les moyennes conditionnelles en mettant des étoiles, hein, voilà. Ça, c'est pas avec le groupe by, hein, c'est les valeurs qu'on a obtenues ici, ça. C'est ça les moyennes conditionnelles, hein. Elles sont là, les moyennes conditionnelles, hein. Très bien. Donc, je vais afficher les moyennes conditionnelles sous forme d'étoiles, voilà. Et ensuite, je vais dessiner, hein, les points modalités. Les points modalités en lui associant son type de couleur. Voilà. Pour le groupe 0, donc c'est la couleur orange. Pour le groupe 1, c'est la couleur verte. Et pour le groupe 2, c'est la couleur bleue. Allons-y. Et on voit ici le graphique que j'avais montré initialement qui vous donne bien l'idée de la chose. Donc là, les personnes peu actives dans leurs loisirs, les personnes plutôt actives sur certains types de loisirs et les personnes actives sur un autre type de loisirs.
hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Voilà. Et donc, ça permet de structurer l'information, hein. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'affaire. Et donc, on comprend très bien le type de loisirs que peuvent pratiquer les différentes catégories de personnes par ailleurs, hein. Si on a les variables illustratives, dans une autre vidéo, j'avais montré que les variables illustratives, on peut utiliser l'âge des personnes typiquement, ou bien d'autres aspects. D'autres aspects. Voilà. Alors, quel est le principal message? Le principal message de cette vidéo-ci, c'est que il faut surtout pas cloisonner ses connaissances, hein. Il faut surtout pas cloisonner ses connaissances. Vous avez des connaissances. Souvent, les étudiants savent beaucoup de choses, hein. Ils le savent pas, en fait. Ils sont pas très conscients de savoir beaucoup de choses, hein. Ils savent beaucoup de choses. Mais une des difficultés qu'ils ont, c'est que pour eux, c'est des matières, voilà, et ils cloisonnent ces matières-là, hein. Ça, c'est telle matière, tant telle, voilà, ça, c'est une autre matière. Et en réalité, un des aspects les plus intéressants, c'est de pouvoir combiner nos connaissances donc de domaines différents, hein, du machine learning ou de la data science. C'est ça l'intérêt. Et justement, la combinaison des méthodes factorielles et des méthodes de clustering, c'est un des aspects où c'est extrêmement enrichissant. Extrêmement enrichissant. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, hein. J'attendais ça un peu quand même, hein, quand j'avais commencé à corriger. Mais bon, très bien. On est en train d'apprendre, hein. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Excellent travail à tous.